Moi, je vais parler de l'Angleterre. Il y a Royaume-Uni dans le titre, mais en fait, parce que ce n'est pas une unité juridique, le Royaume-Uni. Il y a l'Angleterre et le Pays de Galles qui font bloc, et puis l'Écosse qui est, pour le moment, qui fait partie du Royaume-Uni. On verra en septembre. À son propre système juridique, et l'Irlande du Nord aussi. Donc, je vais toujours dire Angleterre. C'est un peu une citation juridique. Et sur la question de panique morale en Angleterre, je vais d'abord vous expliquer un peu sur quel sujet on produit des paniques, de quelle manière, et puis expliquer un peu les différences essentielles entre l'Angleterre et la France en ce qui concerne les thèmes, les sujets, les objets de ces paniques morales. Et puis, je vais donner ma réponse à ces paniques. Donc, c'est moi, à la différence de l'exposition de Thomas Deltombe, c'est moins une analyse de la médiation de la panique, de l'islamophobie, et plutôt une intervention, une contribution analytique, descriptive sur ce qui se passe chez les musulmans, chez quelques institutions phares en Angleterre, pour répondre à ces paniques, pour combler un peu la lacune de connaissances sur ce sujet. Et spécifiquement, il s'agit des conseils de charia ou tribunaux de charia, qui sont souvent... Bon, j'arrive. Alors, tous les 2 jours, tous les 3 jours, il y a des articles sur les paniques morales. Le 14 mai, donc ça fait il y a 3 jours, je suis arrivé le 15, c'était le 14 mai, dans le Guardian, le Guardian à Londres. Il y a un article qui s'appelle, je vais vous donner le titre en anglais d'abord parce que c'est un peu difficile à traduire. The Random Muslim Scare Story Generator Separating Fact from Fiction. Donc c'est la machine à produire de l'islamophobie, enfin des infos qui font peur à l'hasard, des infos à l'hasard comme ça, sur les musulmans. Et c'est vrai que, enfin, tous les mois, il y a un peu les mêmes histoires qui sortent dans plusieurs journaux, toujours Telegraph, Daily Mail. Surtout Telegraph et Daily Mail, pas dans le Guardian, qui est considéré trop monde diplomatique pour faire par la majorité des lecteurs en Angleterre. Sur plusieurs sujets, le halal, par exemple, c'est un peu comme ici avec Marine Le Pen, comme a expliqué Thomas tout à l'heure. Dernièrement, c'était la rumeur, mais ce n'était pas une rumeur, c'était en fait un constat que Pizza Express ne vous sert que du poulet halal. Et ce qui est vrai, enfin c'est vrai aussi en France, que c'est plus économique, c'est un peu ridicule de faire une partie halal, une partie non halal, diviser les deux. Enfin, le poulet, c'est le poulet, c'est pas parce que c'est halal que ça va commencer à vous faire prier 5 fois par jour, hein. Une sorte d'alien à l'intérieur, non, c'est pas ça, c'est du poulet. Seulement, l'avantage suit les normes qui sont pas très loin des normes cache-route aussi, en l'occurrence les normes halal. Voilà. Mais ce qui est bizarre dans ce genre, c'est un bon exemple, c'est que c'est toujours une info révélatrice, on vous donne en secret, genre envoyé spécial, caméra cachée, le fait que Pizza Express, on vous propose du poulet halal. Alors, si tous les 2 mois sort la même histoire, alors c'est pas à l'insu, hein, c'est plus secret. Donc, soit les gens ignorent ces histoires jusqu'à le dernier moment, soit c'est une façon de convaincre le public que c'est dû à l'assiduité du mail, ou de l'Express, ou du télégraphe, qu'on peut découvrir ces secrets. Un peu envoyé spécial ici, c'est un peu le même genre, mais c'est plus commun en Angleterre de voir les caméras cachées et filmer les gens. C'est considéré comme des bonnes pratiques journalistiques. Vous avez suivi un peu les déboires des journalistes en Angleterre, mais c'est pas que quelques-uns qui font ça. Alors, il y a le halal, donc ça se ressemble un peu à ce qui est rendu une panique, une source d'une panique morale en France, surtout grâce à Marine Bleu. Et puis, il y a la question de ségrégation dans les écoles. Alors, tous les 2 mois, on sort une histoire sur, voilà, dans une école islamique, on a des classes séparées pour les filles et les garçons. Comme on a fait dans les écoles qui étaient sous l'égide de l'église anglicaine, hein, il n'y a pas longtemps, donc c'est pas choquant que ça. Mais enfin, c'est la façon de décrire, voilà, exposé du dernier moment. Il y a une école à Leicester où sont les filles et les garçons dans des classes différentes. Alors, finalement, et ça, c'est pas complètement étrange à la France, c'est-à-dire, si ça existait en France,
évidemment, ça pourrait devenir une même sorte de scandale. Mais le troisième, c'est un peu particulier à l'Angleterre, c'est l'existence de tribunaux islamiques. Alors ça, avec des gros titres comme les juges, nos juges maintenant appliquent la loi chariatique. C'est un peu ça. C'est toujours faux, mais c'est toujours ça le titre. Et donc, la nette majorité des Anglais croient que c'est vrai qu'en Angleterre, si vous êtes musulman, vous êtes jugé selon la loi chariatique. On a un peu les mêmes rumeurs aux États-Unis. Et je parle des deux dans le livre. Je ne vais pas parler aujourd'hui des États-Unis, on peut en parler après si vous voulez, dans la discussion. Mais c'est ça qui est un peu spécial à l'Angleterre. Et ça a donné naissance à une organisation qui s'appelle One Law for All, une loi pour tous, ou un droit pour tous, qui fait un très bon commerce dans ce genre de propagande islamophobique. On entend, ils sont toujours considérés comme les autorités sur la question de la charia en Angleterre. Même si il y a une juriste, il y a quelques journalistes qui font le noyau dur. C'est comme si vous avez Olivier Roy, ou avant c'était Gilles Capel, qui était toujours téléphoné par les journalistes un peu paresseux, qui voulaient tout de suite avoir quelques background. Hein. Alors là, c'est One Law for All, sur la question de charia, mais c'est une organisation qui fait de propagande de cette loi chariatique qui maintenant est appliquée en Angleterre, donc ce qui est complètement faux. Donc, à la différence de la France, c'est l'arrivée de la charia qui fait le plus de bruit en Angleterre. Et c'est basé sur l'existence de ces tribunaux islamiques. Donc c'est très important de savoir ce que c'est un tribunal islamique et ce qui n'est pas. Voilà. Et c'est toujours avec les histoires, les scare stories sont toujours avec la même logique. Alors maintenant, ils font ceci, cela dans ces tribunaux. Si on laisse progresser cela, évidemment, on va arriver, comme on va devenir un pays où on coupe les mains des gens dès qu'ils voient quelque chose, comme au Soudan, etc. C'est ce genre de... Donc, ça nourrit fortement l'islamophobie en Angleterre. Et encore une fois, la différence de la France, je crois que c'est le thème le plus efficace pour nourrir l'islamophobie en Angleterre. Donc, je vais parler de cela. Mais d'abord, je vais vous donner un profil, quelques indices sur le profil particulier du fait musulman, de la situation des musulmans, de l'islam en Angleterre, avec 3 points principaux. Donc ça c'est un exposé sur ce qui est les différences et particularités des musulmans. Mais c'est essentiel de comprendre ça. D'abord, à la différence de la France, dans l'histoire anglaise, des relations, des rapports entre les rois ou l'État et les religions, il y a eu une tolérance décentralisée et progressive. Donc, tolérance décentralisée et progressive. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Donc, à la différence de cet affrontement qu'a eu en France entre l'Église et la République, vous connaissez mieux que moi, en Angleterre, la tolérance était une tolérance progressive de certains sectes. Ça commence avec John Locke et sa lettre au roi dans la dernière partie du XVIIe siècle. Il disait que c'est pas la peine d'interdire des protestants dissidents parce qu'en tout cas, vous n'avez pas le pouvoir de changer leur croyance. Donc, mieux vous exigez qu'ils obéissent à votre loi, mais que vous arrêtiez à ça. Et n'exigez pas, et que vous n'exigiez pas une obéissance à l'Église américaine. Pour les catholiques, on ne va pas en parler, parce que les catholiques, il y a le problème du pape. Et donc, ils ne peuvent pas vous donner leur obéissance, allégeance totale, parce qu'il y a toujours le pape. Les musulmans n'entraient pas dans la discussion, les athées non plus. Les athées n'étaient pas tolérés, parce que les athées, s'ils jurent devant un juge, par exemple, on ne peut pas les croire, parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Donc, jurer que c'est un jeu. Alors, il s'agissait que la fameuse lettre en 1667, 66-67 de John Locke, c'était tolérer quelques sectes dissidents protestants. Alors, mais pas les catholiques, pas les athées, les musulmans, les juifs n'entraient pas dans la discussion. Alors, petit à petit, cette tolérance a été étendue à d'autres sectes. Et en même temps, maintenant nous sommes dans la première partie du 19e siècle, ce n'est pas une intervention sur l'histoire de l'Angleterre, donc je vais faire un peu vite. L'État, ou le roi, a donné, ou le Parlement a donné le droit
aux autres églises de marier et de divorcer les gens. Donc c'était d'abord réservé à l'église anglicaine. Alors petit à petit, c'était étendu aux juifs et aux quakers. Comment on prononce quaker en français? Quaker aussi. Okay. Quaker, les gens qui unissent. C'était ça l'idée. Et bien avant que ça soit d'un néo-catholique. C'était d'abord les juifs et les quakers. Les quakers étaient aussi dissidents, protestants dissidents. Et les juifs parce qu'ils ne menaçaient personne. Donc les problèmes, c'est toujours entre les catholiques et les anglicains. Éventuellement, jusqu'aux autres sectes qui pourraient réclamer que leur lieu de culte, qu'il s'agisse d'une église, d'une mosquée, d'une synagogue, soit reconnu comme le lieu de l'état civil. C'est-à-dire qu'on se marie à la fois religieusement et juridiquement. Et c'est comme ça que ça se passe maintenant en Angleterre, avec quelques mosquées, il n'y en a pas beaucoup, mais peut-être une dizaine, une vingtaine au maximum, où on peut faire les deux en même temps. Donc, la différence de la France, il n'y a pas cette séparation symbolique entre l'État, dans sa majesté, et la religion. Donc, c'est confondu, mais ça c'était fait progressivement le long de l'histoire. Et en même temps, on faisait exactement la même chose dans les colonies. Donc, la façon anglaise de gouverner leur colonie, je parle de l'Inde principalement, hein, c'était de petit à petit donner aux communautés constituées sur les bases religieuses, confessionnelles, quelques droits juridiques, y compris principalement marier et divorcer des gens. C'est pour ça que je disais tolérance décentralisée et progressive, une sorte de sous-traitance à ces communautés de quelques droits juridiques. Et il y avait quelques autres aussi dans les colonies. Mais l'important, c'est que c'était en parallèle entre les colonies et ici. Il n'y a pas eu cette contradiction qu'on a sentie en France après la loi de 1905, où on n'allait pas appliquer la loi de 1905 aux colonies. Donc, comment mieux faire pour masquer cette contradiction? C'est toute une histoire. Mais là, en Angleterre, il y avait une certaine cohérence dans cette logique. Et petit à petit, plusieurs communautés en Inde s'est vu octroyer les droits de marier et divorcer. Alors, jusqu'à ce que maintenant, les confessions restent à la base de la société anglaise. Dans la conception anglaise, à la base de la société, la source, pas une source, pas comme Sarkozy, ses ambiguïtés, mais la source des valeurs, c'est la communauté, normalement à base confessionnelle, pas forcément, mais normalement. Donc, vous avez le fait que l'archevêque de Canterbury, en 2008, a dit que, bon, si les musulmans ont envie de résoudre le problème entre eux sur la base de la charia, c'est exactement ce qu'on fait dans les communautés anglicaines, catholiques ou juives. Donc je ne vois aucun mal, à condition qu'il soit en accord avec le droit anglais, évidemment, ou avec la loi. Ici, on traduit la loi, ça doit être le droit. C'est toujours un problème de traduction entre français et anglais avec law. Donc, ça c'est considéré comme normal, par exemple, qu'il y a des écoles privées, confessionnelles et limitées aux gens qui sont, où les parents sont des adeptes et fidèles de cette église, ou synagogue, ou mosquée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous ne pouvez pas entrer dans cette école si vos parents ne vont pas à l'église toutes les semaines et qui a fait ça depuis longtemps. Ou idem mutatis mutandis pour les musulmans, pour les juifs. Donc vous voyez des gens pour les écoles privées, des parents qui essaient de faire entrer leur petite fille ou leur petit-fils dans une école anglicaine, catholique, et qui se voient le prêtre qui dit mais excusez-nous, ça fait que 5 ans que vous venez ici, c'est pas suffisamment long. Alors, mais ce qui pourrait vous choquer, c'est que ce genre d'école soit aidé par l'État. Donc, dans le parler français cette année, c'est une école privée sous contrat, mais qui limite les étudiants qui sont les fidèles, ou les parents sont les fidèles de cette église. Alors ça nous choque aux États-Unis aussi, hein, parce que c'est vraiment, ça brise la ligne de séparation qui n'est pas très éloignée de ce que vous avez ici en France, entre l'Église et l'État. Mais ça, c'est considéré comme normal. Donc, juste pour vous donner une idée, il y a 21 000 écoles en Angleterre qui sont aidées par l'État.
Voluntary Aided Schools. Donc ils reçoivent suffisamment, c'est à peu près comme ici, les enseignants sont payés par l'État, il y a d'autres fonds aussi. Le tiers sont confessionnels, donc 7000, presque tous anglicains, quelques catholiques. 42 sont des écoles musulmanes. Donc 42 écoles musulmanes en Angleterre, aidées par l'État, qui exigent que vous soyez musulman, même bon musulman, avant que vous puissiez mettre votre fils ou votre fille dans l'école. Donc c'est complètement différent. Mais ça cache la réalité, l'énormité de l'existence de l'éducation privée confessionnelle pour toutes les confessions. Juste pour prendre un exemple côté musulman, dans le Midlands c'est la région qui englobe Birmingham et quelques autres, Coventry, c'est Midlands entre le nord et Londres, et le sud. Il y a 34 écoles privées musulmanes, 34, mais il n'y a que 2 qui sont aidées par l'État. Donc ça veut dire, on n'a pas des chiffres exacts, mais ça veut dire qu'il y a un énorme nombre d'écoles musulmanes qui ne sont pas aidées par l'État. Quelques-uns sont des day schools, c'est-à-dire ça remplace l'école complètement, entièrement, et quelques-uns sont, comme ici, samedi, dimanche, ou les après-midi, pour ajouter un peu de religion à ce qu'on apprend dans l'école. Mais beaucoup sont des day schools, des écoles normales. Et donc on peut comprendre comment l'archevêque pourrait dire restez dans votre communauté, résoudre vos affaires selon le charia ou la loi canonique, aller à une école anglicaine, musulmane, juive, ces choses normales en Angleterre, parce que on puise ces valeurs comme une société anglaise dans nos confessions. C'est ça, un peu radical. Même Sarkozy n'osait pas aller jusqu'à là. Son discours de quoi? De latrin. Donc c'est un peu banalisé. Et même s'il y avait un tollé, il y a eu un tollé après le discours de l'archevêque de Canterbury en janvier 2008. 6 mois après, le chef de la magistrature britannique, Lord Phillips, qui est maintenant le chef de la Cour suprême, je crois qu'il est toujours là, a dit essentiellement la même chose, et c'était un discours donné dans le East London Mosque, la mosquée la plus grande de Londres, qui réunit surtout les Bangladeshis. Il a dit la même chose. Voilà, donc vous avez l'Église et le droit qui sont d'accord sur le fait qu'il n'y a aucun mal si les musulmans organisent leurs affaires selon le charia, s'ils résolvent des différences selon l'arbitrage. Voilà. Et ça, il y avait moins de tollé parce que c'était déjà dans la presse 6 mois avant, passer à autre chose, les scandales journalistiques. Ça, c'est un premier point. Que cette tolérance est radicalement différente historiquement de ce que vous avez éprouvé ici en France. Et ça fait que plutôt qu'avoir cette opposition Église-République, vous avez une sorte de tolérance comme ça. Il n'y a pas d'État vraiment en Angleterre, il y a la société qui nourrit, dans la conception anglaise, c'est l'idéologie anglaise, qui se nourrit des activités confessionnelles à la base, y compris pour les musulmans. Alors, le deuxième point, qui explique le profil particulier du fait musulman en Angleterre, c'est le caractère des migrations des musulmans, principalement de l'Inde, jusqu'en Angleterre, à peu près dans la même période que chez vous, pour les mêmes raisons, pour précisément les mêmes raisons, mais à quelques différences près. Ils étaient considérés comme des citoyens du Commonwealth, donc ils avaient le droit un peu comme si vous êtes européen, citoyen d'un État dans l'Union européenne maintenant, vous avez le droit de libre circulation. Ils avaient le droit de libre circulation jusqu'à dans les années 60. C'était le moment où on a commencé à rendre plus difficile, un peu plus pénible de pénétrer dans la sphère anglaise, mais jusqu'à dans les années 60, fin des années 60, on a eu la libre circulation. Et deuxièmement, c'était une migration en chaîne, c'est-à-dire plutôt que portée par l'État en partenariat avec des entreprises, comme c'était souvent le cas ici en France, en Algérie par exemple, c'était normalement les individus qui s'ensuivaient. Par exemple, moi je pars du Pakistan, je vais à Birmingham ou à Manchester et je trouve un emploi quelque part, c'était surtout dans l'industrie d'acier ou de tissu, confection de tissu. Je trouve un emploi, je travaille là 6 mois, après je pars et je suis remplacé par mon frère et mon cousin.
s'agissait que des hommes, toujours des gens qui venaient du même village ou du même quartier d'une ville. Donc, en conséquence, dès qu'on arrive aux années 80, on avait dans plusieurs villes en Angleterre des quartiers entiers où tout le monde était d'origine, de la même origine, du même ethnie, mais aussi du même village, et surtout de la même flaveur, des mêmes tendances dans la religion musulmane. Deobandi, Barli, je vais revenir sur ça. Donc, Birmingham, c'était essentiellement des Pakistanais qui venaient de Mirpur, dans le Cachemire, un peu de Punjab. À Bradford, à Leicester, c'est un peu frappant. À Leicester, vous avez des blocs entiers de plusieurs rues, hein, où ils sont 100% des gens qui viennent de l'Inde et ont passé après l'Inde par l'Afrique de l'Est. Des gens qui sont originaires de Gujarat, des Indiens musulmans, qui sont passés par l'Afrique de l'Est, qui étaient commerçants et qui réussissaient très bien. Bon, c'est ça la maîtrise résidentielle en Angleterre, c'est comme ça. Les Bangladeshis sont dans l'est de Londres, dans le Tower Hamlets. Ils sont venus un peu de la même façon par migration en chaîne. Voilà. Alors, il y a ça. Et puis, donc, ils sont tous ensemble jusqu'à ce que les enfants, quelquefois, même maintenant, la troisième génération par exemple, ils parlent punjabi d'abord, puis après à l'école, ils apprennent l'anglais. Parce qu'il n'y a pas de brassage entre langues dans leur quartier. Alors, deuxième différence importante, c'est que dès le début, ils avaient le droit de former des associations reconnues par la loi. Tandis qu'ici, il fallait attendre Mitterrand en 81 avant que les étrangers, sauf passer par un acte de parlement, oui, c'était un peu compliqué, ne pouvaient pas former des associations si ils n'étaient pas français. Alors que ça, c'était possible tout de suite, et normalement, ça faisait à base d'une ethnie. Donc, société pakistanaise pour l'aide à l'enterrement, par exemple, ou quelquefois très particulier dans son but. Mais c'était essentiellement des associations soit d'entraide ou soit une sorte de lobbying pour avoir de la viande halal dans l'école primaire ou pour proposer quelques matières de lecture sur l'islam dans les cours sur la religion, parce que c'est obligatoire d'avoir des cours, même des prières, dans les écoles publiques. Donc, ils faisaient des lobbying pour ajouter un contenu islamique à ça. Et ça a continué jusqu'aux années Margaret Thatcher, où l'aide à ces associations a été retirée petit à petit, et puis le rôle a été pris par les mosquées. Les mosquées sont devenues dominantes à partir des années 80. Et c'était juste un moment où, un peu même exactement comme Thomas en a parlé tout à l'heure, vers la fin des années 80, en Angleterre, d'un discours de racisme, parce que là, vous étiez soit white, soit black, ou Paki, peut-être. Paki, c'était le pire des blacks. Voilà. Et on vous attaque parce que vous êtes black ou vous êtes Paki, le fait que vous êtes musulman, intéressez personne. Hein. Et c'était un discours surtout raciste et antiraciste, beaucoup plus fort et beaucoup plus tôt qu'ici. Et qui étaient, les dirigeants étaient surtout les gens qui venaient des Caraïbes, des Noirs, des Indes de l'Ouest, et qui se modélisaient sur la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, Martin Luther King. C'était différent qu'ici, c'était pas comme SOS Racisme, et c'était beaucoup plus tôt et plus fort. Donc ça a bouleversé complètement, fin des années 80, avec le fatwa, la fameuse fatwa de Salman Rushdie, sur Salman Rushdie par l'ayatollah Khomeini. Les étudiants pensent toujours que la fatwa, c'est mettre en mort quelqu'un. Enfin, c'était un avis juridique, non contraignant. Malheureusement, ça a pris ce sens-là. Donc, les années 80-90, la vie dans ces grandes villes, Bradford, Leeds, Manchester, Birmingham, Londres de l'Est, est devenue de plus en plus sectaire, parce qu'avec un nombre croissant des musulmans, et surtout des familles musulmanes, exactement comme ici, pendant la guerre d'Algérie, vous avez commencé à avoir beaucoup de familles qui sont restées là. C'était à peu près dans la même période que la démographie musulmane en Angleterre a changé
d'une démographie essentiellement qui consistait essentiellement des hommes, ça est devenu de plus en plus des familles. Donc vous avez des familles qui s'intéressent à la vie de la religion, les mosquées qui prennent un rôle de plus en plus important à cause de la défaillance de ces associations ethniques, ce qui était à cause de la politique de Margaret Thatcher, bien sûr. Alors les mosquées prenaient un rôle beaucoup plus accentué qu'avant. Et parce que la population s'augmentait, les divisions, les fissures qui étaient auparavant en Asie du Sud, surtout entre les Deobandis, j'explique dans un moment, les Deobandis et les Barelvis, s'étaient transportés en Angleterre. Et donc de plus en plus, vous avez des mosquées face à face qui étaient Deobandi versus Barelvis. Le Deobandi, c'est un réseau, c'est basé sur un réseau d'écoles islamiques qui avaient leur origine dans la ville de Deoband, dans l'Inde du Nord, et qui sont des Hanafis, pour vous qui connaissez un peu la charia, des Hanafis qui n'étaient pas forcément anti-soufis, mais qui voulaient réduire le rôle du soufisme ou mettre dans les bonnes lignes le rôle du soufisme, les pratiques soufis en Inde. Face à eux, il y avait les Barelvis, les soufis qui prenaient leur nom d'une ville aussi, Baraï, voilà, qui étaient beaucoup plus soufis que ça. Et en tout cas, même s'il y avait des subtilités en Inde ou au Pakistan après la partition, toutes ces subtilités ont été perdues pendant le voyage en Angleterre. En Angleterre, de plus en plus, par exemple dans une ville comme Leicester, où j'ai passé quelques temps, il y a toujours des attaques entre une mosquée Barelvi va dire à ses adeptes, voilà, le Deobandi s'attaque au prophète, il ne respecte pas la vie du prophète. Alors, il y a la réponse, c'est soufis, ils confondent le prophète avec Dieu, ils confondent les saints avec les pires, les saints avec le prophète, avec Dieu, etc. Donc ça continue comme ça. Ça devient plus raide dans les villes anglaises, et la vie devient plus sectaire. Donc, il y a des concentrations de gens qui sont de plus en plus sectaires, les Deobandis entre eux, les gens qui sont avec les mêmes ethnies. Vous voyez déjà, le paysage se démarque du paysage en France. Pas du tout la même chose. Et ça fait que c'est très possible et probable, et ça, en fait c'est ça qui se produit, que vous allez voir des écoles, des écoles dans le sens normal, des écoles pour l'école primaire, l'école secondaire, complètement déobandites ou complètement soufites, qui émergent et qui deviennent des écoles publiques, aidées par l'État. Je vous donne des bons arguments pour rester français, je sais. Il n'y a pas Jean-François Coupé dans la salle. Mais c'est pour expliquer. Alors, donc les écoles qui se produisent, l'école Deobandi, sont conservateurs, ils sont un peu repliés sur soi. Et juste pour vous donner une idée de la différence, parce que vous quelquefois, pas vous, hein, mais il y a un ou deux Français qui tombent dans l'erreur de parler du monde de la vie anglo-saxonne. Ça n'existe pas, le monde anglo-saxon. Enfin, c'est une phrase qu'on entend qu'ici. Hein. Mais les anglo-saxons étaient en fait des Vikings. Hein. En tout cas, quelle différence entre les États-Unis et l'Angleterre, qui sont censés être les deux pays principalement anglo-saxons, dans la matière des courants dominants parmi les musulmans. Tandis que une nette majorité des imams des mosquées en Angleterre sont très conservateurs, posés sur les femmes, posés sur le changement, même sur les sujets qui sont enseignés dans les écoles. C'est très conservateur. Souvent, il y a des livres qui sont enseignés qui datent d'il y a 100 ans, hein, qui sont venus d'Inde. Vous pouvez imaginer les différences. Tandis que la nette majorité, dans les 70-80% des imams aux États-Unis, sont très progressifs. Ils prennent un discours de démocratie de la charia, pour ceux qui connaissent un peu ça, c'est-à-dire revenir au principe de la charia, plutôt que suivre à la lettre chaque règle. Il faut revenir au principe, respect entre hommes et femmes, égalité, voilà. C'est un peu, oui, c'est très proche du discours de Tariq Ramadan et d'autres. Et c'est très, pas populaire. Souvent on entend ce discours ici en France, un discours de démocratie de la charia, le principe de la charia. Et ça, c'est ça qui domine les États-Unis, mais c'est presque jamais entendu en Angleterre. Et c'est à cause de cette base matérielle, physique, démographique, d'implantation dans plusieurs quartiers de la ville,
c'est ça qui détermine beaucoup de ces différences. Donc, si on parle de Londonistan, etc., il y a cette histoire démographique, mais aussi cette histoire de laisser aux communautés de faire ce qu'elles veulent. Alors, ce qui peut amener des dérapages, comme quelques imams à Finsbury Park hier qui prenaient le djihad, voilà, qui s'attaquaient à la reine, c'est une chose qu'on fait jamais en Angleterre. Hein. Mais ça explique ce genre de discours aussi. Ça, c'est le deuxième point. Alors, troisième point, bon, je reviens au conseil de charia. Alors, c'est ça qui fait scandale, c'est ça qui est très mal compris. Et pour ça, malheureusement, il faut aussi retourner un peu pendant quelques secondes à l'histoire coloniale, parce que l'histoire coloniale, quand même, c'est important pour expliquer ce qu'on trouve maintenant. En France, comme en Angleterre ou ailleurs. Il y avait une période dans les années 1850-60. Il y avait une révolte en 1857 des gens contre les Britanniques qui a complètement bouleversé le paysage de gouvernance et le paysage musulman en Inde d'une forme de gouvernance indirect rule, gouvernance par des représentants de l'Angleterre, ont passé directement sous la souveraineté de la reine juste après cette révolte. Et les ulamas, les imams, les savants, se décidaient de se retirer du gouvernement anglais en Inde en se disant que c'est impossible, on entre dans une période d'oppression, ce sera plus possible de travailler avec eux. Il faut se rebattre sur nos propres institutions et former des nouvelles institutions pour se défendre contre les Anglais, mais aussi contre les hindous. Donc c'est dans des États comme Bihar, par exemple, où il y avait une population assez forte, assez importante des musulmans, mais qui était majoritairement hindous, qui étaient les premiers où on commençait à fermer les tribunaux de charia, qui étaient au début censés peut-être aller devenir des formes de gouvernement extra-juridiques pour les musulmans, pour toutes sortes de choses, vérification de la viande halal et d'autres choses, je ne sais pas, mais qui sont maintenant, c'est vrai qu'ils gouvernent plusieurs mosquées, mais qui ont trouvé vocation à divorcer ou dissoudre les mariages des femmes. Alors, à la différence, bon, une petite explication sur la loi islamique sur le divorce et le mariage, parce que c'est essentiel. À la différence des juifs orthodoxes, que j'ai vu dans le monde d'hier, daté vendredi, on est samedi, donc daté hier, peut-être vous avez vu cet article sur les instances religieuses juives accusées d'avoir cautionné un chantage au divorce. Alors, c'est parce que, dans le judaïsme version orthodoxe, si vous êtes homme, vous pouvez divorcer votre femme, c'est pas très difficile, très bien, comme en islam, avec le talaq. Mais si vous êtes femme, vous ne pouvez pas demander à un juge de dissoudre le mariage. Il faut que le mari donne un get, un certificat de divorce à la femme, en passant par le tribunal, le bet-din, le tribunal, c'est un conseil halakhique, un conseil de droit, de loi juive. Alors, parce que les tribunaux n'ont pas ce pouvoir en judaïsme, ils font toutes sortes de choses pour convaincre les maris qui en veulent à leurs femmes qui sont devenues leurs ex-femmes du point de vue juridique, mais qui restent leurs femmes du point de vue de la loi mosaïque, la loi juive, par haine, par volition de continuer à faire du chantage pour la garde des enfants, pour de l'argent, etc., pour autre chose, refusent de donner ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce que font le tribunal rabbinique? Officiellement, rien. Officieusement, quelquefois, ils encouragent les gens, leurs adeptes, d'aller boycotter le magasin de ce monsieur, le Cassitron. Dans ce cas-là, c'est accusé que... Enfin, apparemment, c'est avéré qu'il y avait un don, ou un paiement, par chantage de combien? De 90 euros. 90 000 euros, pardon. 90 000 euros. Mais c'était selon les autorités religieuses, c'était pas par leur négociation, c'était plutôt, ils ont fait une médiation. C'était à eux de décider, mais
vous imaginez, vous êtes dans un... Voilà. Mais on verra le résultat, c'était il y a 2 jours. En tout cas, à la différence du judaïsme, ce n'est pas une intervention sur le judaïsme en tout cas. En islam, vous avez le droit en tant que femme d'aller demander à un juge que le mariage soit dissous. Et ça se passe partout dans le monde musulman. C'est la loi au Maroc, alors que l'application prend du temps. C'est pas en Indonésie, où je fais l'autre partie de mes études, en Indonésie, la population islamique la plus importante du monde. C'est vraiment la réalité, parce que c'est un peu ma spécialité, le processus de divorce en Indonésie. Et c'est vraiment la réalité que la femme arrive toujours à avoir son divorce, avec des paiements variés selon le statut de la femme, le statut de l'homme, etc. Et en tout cas, il y a cette possibilité. Alors, ça est devenu, vous pouvez imaginer, le rôle principal est, il y a un siècle en Inde, et maintenant en Angleterre, de ces conseils de charia, ces tribunaux, c'est de dissoudre les mariages. Alors, je vous donne un exemple. Je lis du livre. En 2010, Nasira, parce que c'est plus efficace de lire, une femme musulmane, consulte un éducateur religieux proche de chez elle. Elle souhaite divorcer. La jeune femme a grandi en Angleterre, mais s'est rendue au Pakistan pour épouser son cousin, selon la volonté de leurs parents. Ça arrive à peu près la moitié des femmes, des Britanniques, des femmes qui sont d'origine pakistanaise en Angleterre, qui se marient quelqu'un du Pakistan. Incroyable. Mais s'est rendu au Pakistan pour épouser son cousin, selon la volonté de leurs parents. Le couple a ensuite aménagé en Angleterre et 6 ans plus tard séparé. Nasira ne veut pas seulement divorcer civilement, qui est nécessaire parce qu'ils se sont mariés au Pakistan, qui est juridique et religieux en même temps. Mais souhaite obtenir un document attestant qu'elle est bien aussi divorcée d'un point de vue religieux, parce qu'elle hésite, elle ne sait pas, elle ignore est-ce que c'est suffisamment islamique pour avoir divorce en Pakistan. Ce document lui permettrait de se remarier religieusement si elle le désirait. L'éducateur lui conseille de faire appel au Conseil de la charia islamique de Londres, et l'année suivante, 2011, à l'occasion de l'une de leurs réunions mensuelles à la mosquée de Regent's Park, où j'assistais souvent, les 6 érudits, dont érudits sont passés où? Ah voilà. Islamiques siègent au conseil et examinent son dossier. À l'instar des juges islamiques officiants dans d'autres pays, le conseil s'est tout d'abord attaché à voir dans quelle mesure le mariage pouvait être sauvé. C'est leurs obligations. Et ça, souvent, c'est mal vu dans la presse. Ah, ben, une femme abattue vient, vous demandez qu'elle s'explique et vous cherchez la vie de son mari, c'est horrible. Mais c'est la loi, il faut chercher la vie de côté, même s'ils ne se rencontrent pas. Comme souvent dans de telles circonstances, le mari de Nasira n'a pas donné suite à la proposition d'un rendez-vous de conciliation. Les juges ont donc décidé d'un commun accord de dissoudre l'union et en ont officiellement informé Nasira. Si elle souhaite un jour se remarier dans un pays appliquant la loi islamique et que le juge dans ce pays demande à ce que soit produite une preuve de son divorce religieux, Nasira pourra alors obtenir satisfaction. Il lui suffira pour ça de présenter la lettre envoyée par les membres du Conseil de charia de Londres. Et en fait, en ce qui concerne le Pakistan, tous les documents qui sortent de ce Conseil de charia passent directement par le consulat pakistanais à Londres. Ils sont estampillés là-bas, donc ils sont reconnus au Pakistan. Par exemple, et en Arabie Saoudite aussi, c'est déjà. Si elle veut se remarier en Angleterre, cette lettre lui permettra aussi, le cas échéant, de convaincre sa famille, ses voisins, ou tout simplement elle-même, qu'elle peut le faire sans commettre de péché. Du point de vue de la loi anglaise, la délibération et les jugements du Conseil sont d'ordre strictement privé et ne concernent donc en rien l'institution judiciaire ou le législateur. Pour autant qu'il n'y a pas d'enfant ni d'argent en jeu. Alors là, entre le juge, parce que les droits de l'enfant et l'égalité de partage priment sur n'importe quelle loi ou considération au processus religieux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec le droit? Est-ce qu'il y a des enchevêtrements avec le droit anglais? Non. Pas grand-chose à voir avec le droit parce qu'ils interviennent, les juges, les savants interviennent à titre de médiateurs ou
qui ne sont que là pour sanctionner religieusement et non sur le plan civil le divorce. Ces conseils occupent donc une sorte de niche à l'extérieur du droit civil ou de manière transversale par rapport à lui. Donc, pas de rapport direct avec le droit, mais il reste la question qui est posée souvent en Angleterre. Si, disons qu'il importe peu que ces conseils chariens ne menacent nullement les droits de quiconque, parce qu'ils n'ont pas la force de droit, qu'ils proposent un service auquel ont principalement recours les femmes, donc c'est l'intérêt des femmes, et qu'ils intègrent raisonnablement bien dans le contexte religieux et légal anglais, ils restent contestables dans les yeux d'aucuns, parce qu'ils promeuvent une vision patriarcale des rapports hommes-femmes, parce qu'ils privilègent un ensemble de règles et un arrière-plan culturellement fortement marqué par l'idée de supériorité masculine. Ces attitudes ne peuvent qu'être préjudiciables aux femmes. En fait, quand j'écris dans le Guardian un petit article expliquant le fonctionnement, le déroulement de ces conseils de charia, les commentaires, j'ai eu l'honneur d'avoir 400 avant que ça soit fermé, c'était tous négatifs, bien sûr, qui disaient oui, peut-être, oui, tes subtilités me passent la tête, mais l'essentiel c'est qu'ils reproduisent, ils privilégient une institution, celle du divorce, qui est patriarcale. Et c'est vrai que parmi les conseillères qui sont en office, en fonction maintenant, il y a plusieurs qui sont âgés, sont tous originaires de l'Asie du Sud. Il y a quelques-uns qui viennent de l'Arabie Saoudite ou d'autre part, mais ils sont tous nés ailleurs. Quelques-uns tiennent des propos qui ne peuvent pas que déplaire des jeunes femmes nées en Grande-Bretagne. Je vois ça tout le temps dans ces lieux. Mais ils ne sont pas l'avenir de ce type de dispositif. Donc je vais terminer avec un cas, un exemple, qui donne une autre idée de ce que peut être un conseil de charia dans la pratique. Ça, là, je vais terminer. Il y a un conseil islamique qui se réunit 2-3 fois par mois, qui siège à Birmingham. Ce conseil islamique, ça c'est intéressant, c'était créé par une femme, pédiatre, Dr. Wagida Seda, en collaboration avec l'imam de la mosquée, Mohamed Nassim, à partir d'un centre d'aide d'urgence pour les femmes. Donc, elle était déjà impliquée dans ce centre d'aide. Elle a vu que quelques-uns des femmes qui se présentaient avaient besoin aussi de voir leur mariage dissous, donc de se divorcer. Donc, elle a demandé à l'imam de créer ce conseil de charia en 2005. Ce qu'il a fait, le secrétariat de ce conseil est assuré par une femme, et et c'est ça qui est marquant, parmi les 3 ou 4 personnes siégeant au conseil, on trouve également une autre femme, Amra Bon, qui est née au Pakistan, qui a étudié la charia, mais n'est pas un imam, un haut savant, hein. C'est quelqu'un qui a la connaissance de la situation actuelle des femmes. 3 femmes conduisaient des séances auxquelles j'ai assisté en 2011. Le déroulement de ces séances était quasiment toujours le même. Amra Bon, cette femme, la juge, ouvrait les discussions et demandait ensuite à ses collègues masculins s'ils avançaient des questions ou des commentaires. En général, la femme médecin, Wagida Seda, ayant davantage rencontré des parties en amont de la séance, apportait dans la discussion des éléments de contextualisation des éclaircissements. Une 3e femme opérait à titre d'administratrice et c'était elle qui préparait l'agenda et qui souvent corrigeait les savants. Donc c'était vraiment un conseil de femmes organisé par les femmes auquel siégeaient 3 ou 4 hommes aussi en tant que savants. Donc un exemple, c'était de juillet 2011. Amra Bon a accueilli une femme domiciliée à Birmingham, venue réclamer, accompagnée de son père, un divorce religieux. La femme lui expliqua qu'elle s'était mariée au Pakistan avant de vivre ensuite avec son époux en Grande-Bretagne, et ce dernier avait récemment décidé de repartir vivre dans son pays d'origine. La plaignante déclara que son mari l'avait négligée et qu'il ne pouvait pas de toute manière lui donner d'enfant. Le couple s'était adressé au conseil quelques mois plus tôt, précisant qu'il n'entendait pas demander un divorce civil, parce qu'il n'était jamais marié civilement. Or, le mari étant entré en Grande-Bretagne avec un visa de travail, ils étaient tenus de le faire. C'est important, parce que le mariage
préalable au Pakistan était connu au service d'immigration en Angleterre. Au moment de ce rendez-vous, la procédure civile était en cours. Maintenant, on vient à un aspect important qui est généralisé. C'est une chose que je trouvais dans tous les conseils. Le recouvrement des procédures, que le divorce civil avait déjà commencé, maintenant on entame le divorce religieux, ça indisposa fortement Amr-Rabban ainsi que les autres conseillers pour une raison fort simple. En général, le divorce religieux n'est accordé qu'après la fin de la procédure civile. Alors, je cite Amr-Rabban: vous devez aller au bout de la procédure civile pour l'obtention de votre divorce. Ici, la loi civile est suprême, déclara Amr-Rabban. Le conseil engagea cependant la procédure religieuse. Les conseillers conclurent que le mari, n'assistant pas sa femme et étant reparti vivre en Pakistan, il était légitime de prononcer une séparation sur la base d'une tafriq, qui veut dire séparation, mesure équivalente à un divorce judiciaire. Amr-Rabban prit le temps d'expliquer la situation au père de la jeune femme. Ils étaient tous là ensemble, la famille. En effet, je cite, « Tout le monde ne sait pas comment fonctionne la charia. En cas de remariage, certaines personnes peuvent demander si le divorce religieux a bien été prononcé. C'est donc une bonne idée de solliciter le conseil. Il faut tenir compte de la façon dont la société nous perçoit. » Donc c'est un peu ambivalent. Cette précaution avait aussi pour but de souligner que la jeune femme aurait néanmoins tout à fait pu se marier sans l'intervention du conseil. J'ai pu constater durant toutes ces séances qu'Amr-Rabban et Wagida Saïda donnaient régulièrement des conseils pratiques aux femmes sollicitant leur vie. Demandez un divorce civil. Faites du sport. Prenez soin de vous. La façon dans laquelle ils accueillaient les femmes et plus rarement les hommes montrait bien que le conseil était essentiellement là pour conseiller des femmes et pour les aider dans un cadre islamique à avancer dans la vie. De fait, c'est peut-être précisément parce que les femmes musulmanes britanniques rencontrent des problèmes sociaux et économiques substantiels que ce type de conseil de charia, au même titre que le conseil principal masculin de Londres, est nécessaire. En Grande-Bretagne, les femmes musulmanes originaires de l'Asie du Sud connaissent le plus bas niveau d'éducation, le plus fort taux de chômage et le taux de suicide le plus élevé parmi toutes les populations en Angleterre. Et en même temps, tout comme leurs homologues non musulmanes originaires de cette même région du monde, des hindous par exemple, elles doivent porter haut l'honneur de la famille. Il arrive que les mariages arrangés fonctionnent, mais lorsque, comme dans le cas de Nasira, cet exemple de tout à l'heure, ils unissent une Britannique bien éduquée à un cousin pakistanais sans éducation, l'échec est quasi assuré. C'est à ce niveau que la charia, dans l'interprétation qu'en font les conseils, peut apporter à ces femmes qui veulent pouvoir divorcer un élément de soutien social et moral. Les conseils demandent à ce qu'elles obtiennent un divorce civil, sauf si elles ne sont mariées que religieusement. En ce sens, les conseils, ne les tiennent pas à distance du droit anglais, mais les poussent à s'y inscrire. Moi, je termine là. On peut discuter. Bien, merci beaucoup.